Donc, rebonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a reçu une criminologue d'expérience qui est venue partager avec nous les essentiels à savoir par rapport à la loi. Yes. Donc, elle nous a parlé de... Je pense que d'à peu près tout ce qu'on devrait savoir sur la criminalité ou la délinquance juvénile. Il y a quelque chose qui nous a frappé, nous, c'était vraiment la différence entre le moment où si on commet le délit avant 18 ans ou après 18 ans. Donc, c'était quoi qui nous avait... c'était quoi la question qu'on s'était posée? Ben, dans le fond, la question était plus au niveau de est-ce que c'est vrai qu'à 18 ans, le dossier criminel, il s'efface? Puis ça, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Puis je crois qu'elle a bien répondu à ça, mais ça, vous allez savoir seulement si vous écoutez l'épisode. Vous devez l'écouter. Yes. Puis sinon, tout ce qui est les pratiques à prioriser, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des intervenants, je trouve qu'elle a donné des bonnes pistes de solutions, des bonnes directives. Puis c'est ça, je trouve que c'était vraiment riche comme... Une conversation, ouais. Puis ça se voit qu'elle a le cœur sur la main, comme on dit, puis que elle veut outiller les gens le plus possible pour être capable, que ce soit d'être des meilleurs parents, des meilleurs intervenants, mais être capable de cibler les besoins du jeune puis de venir en aide adéquatement. Donc, je trouve que c'était un très bon épisode, là. Ouais. Effectivement. Puis, il y avait un autre sujet qui était super intéressant. C'était par rapport à, justement, est-ce qu'il y a une différence entre le traitement d'un jeune qui est issu des communautés ethnoculturelles versus la communauté d'accueil. Fait que, on vous invite à regarder notre épisode. Restez à l'affût. Stay tuned. Yes. Si tu préfères le confort, les gens qui réussissent sont ceux qui travaillent fort. C'est quand t'es inconfortable que tu grandis. Le soleil revient toujours après la pluie. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre épisode avec... Avec moi? Yes, avec toi. Donc, nous avons avec nous Jennifer. Alors, elle est basée sur le sujet qu'on débat dans le projet. Qui es-tu? En fait, moi, je suis criminologue. Je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle les services criminaux CAZ, K.A.Z. Je travaille surtout sur la rive nord de Montréal, en fait. Je suis chargée de cours aussi à l'Université de Montréal, donc au baccalauréat en criminologie. J'enseigne tout ce qui touche l'intervention auprès des jeunes, intervention et évaluation auprès des jeunes. Voilà, je m'y connais très bien là, en termes de loi de la protection de la jeunesse, LSJPA, intervention en privilégié avec les jeunes. Et moi, ma clientèle, c'est des jeunes dans mon entreprise privée que les parents viennent me voir avant, quand ils ont peur que leurs enfants s'en aillent vers la délinquance, ou après, à la sortie aussi, pour voir comment est-ce que ça peut, comment l'enfant peut faire pour continuer de travailler ces choses alors qu'il est à l'extérieur. Puis parfois, j'ai même des jeunes qui sont en probation ou qui font des sentences, des travaux communautaires, des trucs comme ça, que les parents vont vouloir du support de plus et qui vont venir me référer les clients. Donc, même en parallèle, dans le fond, je travaille avec ces jeunes-là. Rien de moi. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler avec les jeunes? As-tu toujours travaillé avec les jeunes? J'ai toujours voulu travailler avec la délinquance, en fait. Moi, quand j'ai grandi, en fait, un jour, j'ai été voir ma mère puis je lui ai dit « moi, j'aime ça, maman, la délinquance, j'aime tellement ça. » Puis je me souviens, je lui avais faire signer une autorisation pour pouvoir aller chercher des livres dans la section adulte à la bibliothèque parce que je lisais des livres sur l'intervention. J'étais très intéressée par les grossesses à l'adolescence, les Planned Parenthood aux États-Unis. Fait que j'allais chercher des informations sur le counseling, sur plein de trucs. Okay. Et ma mère était contente parce qu'elle était comme, si t'aimes ça, moi j'avais peur que tu ramènes un petit bum à la maison, mais finalement, tu veux travailler avec eux. Fait que, c'est bon, vas-y dans ta passion. Fait que c'est depuis aussi longtemps que je me souvienne que pour moi, c'est intéressant de faire ce travail-là avec la délinquance. L'intérêt pour les jeunes, c'est précisé au fur et à mesure de mes études, en fait, parce que je voyais que c'était vraiment une clientèle qui avait besoin d'écoute, qui avait besoin qu'on les entende, qui avait besoin de personnes qui étaient prêtes et disponibles à faire le travail pour eux. Fait que c'était quelque chose de plus... je me voyais plus intervenir auprès de jeunes qu'auprès, par exemple, dans les prisons, de personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi ou dans un milieu qui était très carcéral. Mes stages m'ont permis de voir aussi que j'étais beaucoup plus à l'aise dans un milieu moins formel que le pénitencier ou travailler en uniforme. Fait que c'est dans cette optique-là que je me suis retournée vers plutôt tout ce qui était préventif, travailler avec les jeunes, faire des ateliers de groupe et des trucs comme ça. OK, c'est très bon ça. Puis est-ce qu'on dirait que
Est-ce qu'on peut dire que le fait que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain, c'est les futurs leaders de notre société, est-ce que je pourrais dire que c'était quelque chose d'important pour toi de travailler avec la jeunesse à ce niveau-là? Ben, c'est quelque chose d'important pour moi. Oui, la jeunesse, c'est les gens de demain, mais c'était surtout de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis OK. des fois, on a l'impression qu'un jeune, quand on prend les choses avant, quand on vient faire de la prévention, quand on renforce ces facteurs de protection, bien, on a un plus grand facteur de succès que quand on arrive avec un monsieur de 64 ans qui est à sa huitième, tu sais, puis là, je stéréotype, mais Ouais. je veux dire, on se dit qu'on a le jeune à la vie devant lui. Donc, on peut aller travailler des choses, on peut éviter qu'il se mette dans des situations qui sont extrêmement difficiles en lui donnant les bons outils. Puis ça peut faire en sorte que après, tu sais, avec les jeunes, on dit souvent une fraction, quand je prenais mes cours, puis quand j'interviens, ce qu'on m'avait appris, c'était une fraction de seconde de réflexion supplémentaire peut faire la différence entre tirer sur la gâchette ou remettre le fusil dans tes poches. Est-ce que tu peux répéter ça juste pour que le monde entende bien, là, s'il vous plaît? Une fraction de seconde de réflexion supplémentaire peut faire en sorte qu'un jeune va remettre le fusil dans ses poches plutôt que de tirer sur la gâchette. Nice. Juste cette petite réflexion de « Ah, qu'est-ce que... » Et donc, l'impact est plus grand d'être capable de se dire, ben, je vais amener ce jeune à être capable dans sa façon de penser. Les jeunes sont impulsifs. Si je suis capable de diminuer son impulsivité de 1 seconde, de 2 secondes, ben déjà, peut-être que ça va sauver la vie de quelqu'un ou sa vie à lui, qui va l'empêcher, par exemple, de, je sais pas moi, voler une voiture, sortir, faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que l'option préventive, elle est importante. Parfait, merci pour cette réponse. Bon, moi, je trouve ça super intéressant parce que je pourrais faire du pouce en amenant ça aussi dans le volet réhabilitation. Donc, qu'est-ce qui fait que tu gardes l'espoir qu'on peut réhabiliter un jeune, justement? Ouais, ben, je pense qu'on peut réhabiliter un jeune et je pense que même les adultes aussi, quand ils le désirent, ils peuvent se réhabiliter, même si ça fait 1, 2, 12, 17 fois qu'ils se font prendre à faire quelque chose. Mais moi, pour moi, il y a quelque chose qui est important, en fait, c'est que les jeunes sachent qu'on croit en eux, puis qu'on continue de croire en eux malgré tout, en fait. Les jeunes, en ce moment, ils ont... Ben, puis même dans notre temps, je pense qu'on pouvait... Ah, OK, excuse-moi. Les jeunes, en ce moment, et même dans notre temps, je pense qu'on pouvait... On se disait ça, mais... Oh, j'ai perdu mon idée, je m'excuse. C'est pas de ta faute. Attends, je vais prendre une minute. Je me souviens plus ce que je disais. Mais tu peux reposer ta question? Mais tu parlais par rapport au À la fait... réhabilitation des jeunes. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on croit à la réhabilitation, que c'est possible, qu'il y a du changement? Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Je disais, dans le fond, que ce soit jeune ou adulte, moi, je pense qu'on peut réhabiliter. Il faut juste que les jeunes sachent qu'on peut toujours croire en eux. Puis qu'on va toujours continuer de croire en eux parce que même si je fais une erreur une fois, même si je fais une erreur 2 fois, il n'y a pas de fatalité. Même si tu as fait quelque chose de très grave, tant que toi, tu es encore là, tant que toi, tu es encore en vie puis que tu as la volonté, bien, tu vas être en mesure de passer au travers puis d'arriver à changer ta trajectoire si tu veux. Les jeunes, nous, dans notre temps, on avait... tu sais, moi, je me souviens, j'allais à l'école à Saint-Michel. J'habitais à Anjou. J'avais un manteau rouge. Des fois, dans l'autobus, les gens me disaient « Ah, qu'est-ce que tu fais avec ton manteau rouge? » Je traversais la ville au complet. Je passais par partout parce que j'étais comme pas consciente de ça, mais j'étais une fille, tu sais, j'avais... Mais les jeunes de nos jours, ils ont cette fatalité-là aussi où est-ce qu'ils se disent « Ben, tout le monde a des fusils dans leur poche. Tout le monde a des si. Tout le monde fait de la F. Tout le monde... Puis tu discutes avec des jeunes, des fois, dans les écoles secondaires, quand je fais des ateliers ou quoi que ce soit, puis c'est comme, mais madame, il n'y a pas personne ici qui connaît personne qui fait de la fraude ou que ci ou que ça. Mais alors que dans les faits, les jeunes qui se retrouvent à être des multirécidives de crimes violents, c'est une toute petite portion de la population. Mais cette espèce d'idée de, tu sais, moi, quand je m'en allais avec mon manteau rouge, j'étais comme, oh mon Dieu, il y a les gangs, j'avais peur, j'avais quelque chose, j'étais comme, oh mon Dieu, telle personne m'a demandé telle chose, après j'allais... Mais eux ont cette fatalité-là aussi de se dire, ben si je ne suis pas protégée dehors, il va se passer quelque chose, alors que dans les faits, tu sais, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe, mais ça reste une crainte qui est présente et qui est exacerbée, je pense, fois 1000 par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par le fait que, tu sais, moi, des fois, j'ai l'impression que les conflits finissent plus. J'entends des jeunes me parler, je fais des résolutions de conflits dans les écoles où, tu sais, quand les parents m'appellent puis qu'ils me disent, ah, tu sais, aide mon jeune à se préparer parce que il y a tel conflit ou telle chose, dès petit, là, tu sais, dès 9, 10, 11, 12 ans. Puis des fois, c'est comme l'escalade ne finit pas. Tu sais, ben là, il m'a traité de ci, fait que moi, j'ai traité sa mère. Mais là, à cause que j'ai traité sa mère, il m'a frappé. Mais là, à cause qu'il m'a frappé, moi, je suis retournée le lendemain, je l'ai refrappé. Mais là, à cause que... Puis je suis comme, oui, mais
quand est-ce que ça va finir? Il faut qu'il y en ait un des deux qui meurt. Puis après ça, quand il y en a un des deux qui va mourir, là, c'est ses amis qui vont dire, ouais, mais c'est comme si on dirait que dans mon temps, ça fait vieux. C'est comme si on dirait que dans mon temps, je me disais, à quelque part, il y avait quelqu'un qui disait, OK, mets le bouchon là-dessus, là. Ça ne sert plus à rien qu'on aille là. On est allé aussi loin qu'on avait. Mais que là, c'est comme s'il n'y a plus de fin dans ces conflits-là et c'est extrêmement difficile d'intervenir à un certain niveau puis de dire, ben là, ça suffit. Fait que c'est ça qui est le plus grand défi, je dirais. Je comprends. Je peux dire que je comprends parfaitement ça parce qu'en intervenant avec des jeunes, surtout dans l'Est de Montréal, sur une base quotidienne, tu réalises que les perceptions des choses, mais si je fais rien, même si je sais que c'est pas vrai ce qu'ils disent sur moi, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce qu'on montre sur les réseaux? Leur image est tellement importante. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Tu sais que la situation est peut-être pas si grave que ça. Tu pourrais laisser ça de côté, mais non, je peux pas. Il faut que je fasse, il faut que je dise quelque chose. Puis je trouve que souvent, ça fait en sorte que ça finit jamais, comme tu viens de mentionner. Donc, très bon point, ça. Ouais. Bon, là-dedans, est-ce que tu trouves ça difficile de pouvoir justement amener les jeunes à changer leur mentalité? Parce que là, tu parlais de ton temps, de choses que tu vois qui sont de plus en plus difficiles maintenant comparées à justement dans notre temps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves difficile ou qu'est-ce que tu trouves le plus difficile pour amener un jeune à changer? Mais je pense que, tu sais, quand je travaille en pratique privée, c'est des parents qui viennent me voir, qui me disent qu'ils ont besoin d'aide pour leur enfant et tout. Donc, c'est des parents qui sont déjà présents. Okay. Donc, c'est un milieu qui est déjà mobilisé. Parfois, je vais avoir des parents qui vont venir me voir, par exemple, pré-sentence, avant que le jeune ait eu sa sentence. Et tu le vois que les parents vont me dire, ben, mon enfant, c'est un bon garçon, ils ne sont pas au courant nécessairement de la délinquance et ils veulent venir me voir pour que quelqu'un, quelque part, puisse écrire dans un rapport que les parents ont fait quelque chose, que le jeune a été vu. Mais le désir de... Le parent n'est pas nécessairement au courant de la problématique du jeune, refuse de voir ce qu'il y en est et tout. Et je pense que ça, c'est un enjeu qui fait en sorte que ça peut être un défi pour les jeunes, en fait. L'entourage. Qu'est-ce qui est mis autour de cet enfant-là, à titre que ce soit les parents, les programmes qui sont autour d'eux, l'implication des écoles aussi, parce que, tu sais, ces jeunes-là, moi, je dis toujours, je fais des conférences dans les écoles, mais je dis toujours, le plus grand facteur de protection que vous avez, c'est que vous êtes devant moi quand je vous parle. Vous n'êtes pas dans la rue, vous n'avez pas décidé de ne pas vous lever ce matin, vous n'êtes pas... Donc, vous êtes présent ici. Qu'est-ce que vous venez chercher? C'est ces facteurs-là qui sont importants pour amener les jeunes à être en mesure de changer. Donc, c'est vraiment tout l'entourage qui est autour. Donc, je dirais le plus grand défi pour amener un jeune à changer, c'est d'être capable de l'avoir devant nous, d'être disponible et d'avoir un milieu qui ne le ramènera pas vers sa délinquance ou vers ses mauvais choix ou vers ses façons de fonctionner qui sont parfois, c'est juste aussi une réponse au système, en fait, qu'on va chercher un sentiment d'appartenance ailleurs ou qu'on va chercher, peu importe c'est quoi le besoin derrière la délinquance. Mais je pense que le plus important, en fait, avec ces jeunes-là, c'est d'aller trouver comment on peut renforcer les facteurs de protection et comment est-ce qu'on peut s'assurer que... vous avez d'autres intérêts, puis que la délinquance, tu sais, que vous avez une bonne estime de vous-même, puis que la délinquance ne devient pas le centre et la seule façon qu'on peut avoir pour se prouver, dans le fond. Ça, c'est très bien, ça. Mais comment est-ce que l'engagement parental, parce qu'on parle d'entourage, là, comment l'engagement parental peut avoir un impact positif, justement, sur la prévention de la délinquance juvénile? Bien, déjà, en partant, quand tantôt, je disais, il ne faut jamais abandonner les jeunes. C'est important de continuer, même si ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, déjà, en partant, quand tu sens que tu as quelqu'un qui va être là pour t'attraper, quand tu sens que tu as un filet autour de toi, quand tu sens que tu as quelque chose à protéger, ben, quand je dis quelque chose à protéger, ça peut être une relation, ça peut être... c'est pas... Mais ça, c'est quelque chose qui va donner envie aux jeunes de se remettre sur le droit chemin aussi. C'est le fait de se dire, ben, je le fais pour mes parents, je le fais parce que j'aime le basket, je le fais parce que si, mais il faut que tout ce côté-là devienne plus fort que la délinquance et donc il faut que tous les bénéfices de ça deviennent plus forts que la délinquance aussi. Quand j'ai des parents d'enfants ou de jeunes ados qui viennent me voir puis qui me disent « Ah, ça fonctionne pas bien, il y a telle chose qui fonctionne pas bien, bien, je vais couper son basket qui va 2 fois par semaine, puis je vais couper telle activité qui fait qu'il aime bien. » Oui, mais quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu lui donnes plus de temps libre, tu lui donnes plus de temps
à faire, ben moi, j'aimais des choses, puis là, on me les a retirées, puis là, j'ai plus accès. Donc, comment est-ce que tu pourrais voir les choses différemment pour qu'il reste et qu'au contraire, il ait envie de se dire, ben je vais continuer de performer dans mon sport, dans mon activité parascolaire, peu importe, mais je vais m'arranger pour augmenter mes notes à l'école parce que c'est important. Mais des fois, le réflexe parental va être différent. On entend aussi des fois, moi j'entends des parents aussi dire, ben un moment donné, ben, j'ai pas le choix, je vais le couper, je vais le laisser aller, je vais m'arranger pour qu'il soit placé, Ouais. je vais plus m'occuper de lui parce que j'ai tout essayé. Mhm. Mais moi, quand je dis, il faut pas abandonner les jeunes, c'est de se Mhm. dire, tu sais, non, tu n'as pas tout essayé. Puis des fois, les situations peuvent être tu sais, très, très complexes. Tu sais, moi, Mhm. j'ai des familles qui viennent me voir, puis j'interviens avec un des deux frères ou sœurs, puis Mhm. le parent va m'expliquer, ouais, mais là, l'autre est dans telle affaire. C'est une mauvaise influence sur le petit que moi, je vois, par exemple, et donc là, il va falloir que je le mette dehors pour protéger le petit, ou j'ai peur pour ma propre sécurité, On si les entend ça gens savent, souvent. tu sais, si savent où il habite. Fait que ça met les parents dans des situations où est-ce qu'ils se sentent un petit peu coincés et à bout de ressources, en fait. Puis c'est comme ça qu'ils viennent à délaisser un ou l'autre tu sais, des enfants. Mais c'est vraiment de se dire, tu sais, moi, j'ai il y avait une question, je ne sais pas si je brûle vos questions, mais il y avait une Non, question qui était le premier contact avec la délinquance, tu sais, mhm. le premier. Moi, j'ai un frère qui, quand moi j'étais jeune, a eu des démêlés avec la justice, était OK. pris dans certains problèmes de comportement ou de dépendance, etc. Mhm. Puis, tu sais, je me souviens, j'étais petite, mais et puis aujourd'hui, il s'en est sorti. Il a fait, Nice. tu sais, il va super Ça, bien. c'est Il y a bon, des ça. enfants. J'ai jamais vu des enfants bien élevés comme ses enfants. Je suis jalouse je me dis, comment il a fait? Non, c'est Mais, tu bon. sais, en voulant dire, il va super bien. Il Mhm. travaille et puis dans rien de croche ou quoi que ce soit depuis très, très, très longtemps. Mhm. Mais je me souviens, d'entendre ma mère raconter puis j'étais petite, mais qu'un jour, la police l'a ramené ou quelque chose comme ça, puis qu'ils lui ont dit à ma mère, ben faut le laisser toucher le fond du baril. Il faut pas le reprendre à la maison, puis il faut le laisser aller. Mhm. Puis ma mère de dire, non, moi, je vais le reprendre. Tu sais. Puis on le voit que des fois, c'est des choses qu'on peut entendre dans le milieu. Mais après, mon frère, quand il s'en est sorti, je me souviendrai toujours, j'avais été dans une maison de thérapie / maison de transition, je sais Mhm. pas, j'étais petite, je m'en souviens plus. Mais il avait dû prendre la parole, puis il avait exprimé ça. Puis je me souviens que dans son discours, il avait dit, ma mère ne m'a jamais abandonnée. Puis Nice. moi, j'ai mis ces deux histoires-là ensemble, puis j'étais comme, Mhm. probablement, tu sais, que son histoire aurait été complètement différente, puis peut-être qu'il se serait rendu vraiment plus loin si ça s'était pas arrivé, si ma mère avait pas dit non, moi, je le lâche pas, puis je vais continuer d'aller le voir, puis on va continuer de prendre nos dimanches à aller y rendre visite, peu importe où il est, puis on va continuer de lui montrer qu'on est là, puis de l'entendre après, lui, dans son témoignage, quand il allait mieux, dire, ben ma mère ne m'a jamais abandonnée, ça a fait une différence pour moi. Mais pour moi, ça a fait écho aussi de me dire, des fois, ces enfants-là, ils ont besoin de sentir qu'on ne va pas les abandonner. Puis je dis enfants, moi, ils sont enfants jusqu'à 25 ans. Mais ça prend quelqu'un pour dire à ces enfants-là, on ne va pas t'abandonner. Puis le jour où tu décides de t'ouvrir les yeux Mhm. puis d'aller vers la bonne direction, ben on va être là comme en support. Tu sais. Ça, c'est tellement important. Puis ça c'est un lien avec ma prochaine question. Euh, tu sais, vous venez de parler de, OK, que ça soit la famille, que ça soit les professeurs. Ou, tu sais, on parle qu'il y a un proverbe africain qui dit ça prend un village pour élever un enfant. Puis si on se dit que tout seul, on ne peut pas y arriver. Si je prends exemple l'institutionnel et le communautaire, par exemple, est-ce qu'il y aurait des bienfaits à une collaboration entre les deux pour venir en aide aux jeunes qui peuvent être prises avec la délinquance et tout? Puis si oui, ce serait quoi, par exemple, les points par rapport à ça, les points positifs? Ben, c'est sûr qu'il y a des bienfaits à ce qu'il y ait quelque chose qui soit fait par tout ce qui est institution et par tout ce qui est communautaire. C'est sûr parce que, tu sais, quand on travaille en institution, quand les gens sont en institution, comme ce que j'enseigne par exemple Mhm. à mes étudiants, ben, c'est le cadre de la loi. Donc, tu dois faire ton intervention en fonction du cadre de la loi Mhm. et tu es en position d'autorité. Mhm. Donc, quand tu interviens auprès des jeunes au niveau du trouble de comportement, au niveau de ci, de ça, il y a un chapeau que tu as qui fait en sorte que il y a des limites à ton cadre. Mhm. Puis les intervenants, une fois que le jeune arrive, ben, le dossier, on le traite et tout. Puis une fois que le jeune termine, ben, le dossier, il est terminé. Mais le avant, tu sais, moi, je travaille en prévention Mhm. avant à aller renforcer des facteurs de protection et je travaille dans le après quand ils reviennent dans la communauté ou quand ils ont besoin de. Mais le pendant, tu sais, moi, collaborer avec des écoles, parce Mhm. que l'école, ça fait partie de la communauté. Mhm. Collaborer avec des écoles pour des enfants que
les parents refusent de médicamenter, l'enfant a des difficultés à l'école, etc. Puis les parents me disent, ah, tu sais, est-ce que vous pourriez communiquer les moyens que vous mettez en place, le suivi un peu, faire avec l'école, etc. Bien, dans ma pratique privée, moi, c'est ce que c'est ce que je vais faire et ça a des bénéfices quand tout le monde se parle. Tu sais, moi, puis là, je sors complètement, mais juste pour donner un exemple, moi, j'ai une fille qui fait de la gymnastique au niveau compétitif, puis à un moment donné, elle vivait beaucoup d'anxiété, de stress par rapport à sa compétition. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir le coach, j'ai été voir le milieu. J'ai dit, mais qu'est-ce que, tu sais, on peut faire ensemble? Puis j'ai montré à ma fille que les coachs et nous, les parents, on était main dans la main. Nice. Et ça fait diminuer l'anxiété énormément. Donc, les jeunes doivent savoir ça aussi. Les intervenants avec lesquels on travaille dans la rue, que ce soit des travailleurs de rue, que ce soit des organismes communautaires, que ce soit des maisons des jeunes, que ce soit les endroits où on va toujours pouvoir aller vers eux pour se référer. Et ils vont nous aider avant, pendant et après. Exact. Et il faut savoir aussi, tu sais, les intervenants qui font... Je donnais l'exemple avec l'école tout à l'heure, mais des intervenants qui vont aller faire des plans d'intervention, des trucs comme ça, bien, de plus en plus, il faut investir la communauté. Tu sais, qu'est-ce que j'enseigne à mes étudiants, en fait, c'est d'utiliser les ressources du milieu. Quand vous travaillez avec un jeune, que vous savez que le jeune va revenir chez vous, il faut l'inscrire, qu'il va retourner chez lui, il faut l'inscrire à quelque chose. À quoi vous allez l'inscrire? C'est quoi les activités de basketball qu'il y a dans son quartier? C'est qui les intervenants qui sont présents? Est-ce qu'on peut aller donner la touch à un intervenant puis dire, ça, c'est le travailleur de rue de tel endroit, ça, c'est tel jeune, voilà, lui, il s'occupe du programme de basket et, tu sais, avec l'accord de la famille et tout, parce que ça fait ce filet-là. L'un ne va pas sans l'autre, parce que quand on fait des interventions, moi, encore une fois, ce que j'enseigne, c'est des interventions en CEO. Moi, je fais une intervention, mon intervention, elle est très bonne, mais si je la fais et que je creuse un trou, puis que c'est pas connecté avec rien, ben le jeune, quand il va retourner dans son milieu, il pourra pas nécessairement s'y référer. Tandis que si je t'apprends des moyens, des façons de faire en communauté, puis qu'après tu retournes et que l'intervenant de la communauté connaît ses moyens, connaît ton histoire et est capable de t'aider à appliquer ce que tu connais déjà, bien, la continuité, elle est beaucoup mieux. Puis c'est sûr que ça va être très aidant pour le jeune. Donc, il faut que les milieux, minimalement, soient capables de savoir qu'est-ce que les uns et les autres font, puis qu'ils soient capables de se parler entre eux pour continuer d'innover aussi. Peut-être que moi, j'ai peut-être pas la ressource pour le jeune, mais je sais où te référer. Puis on dit jeune adulte, peu importe la personne ayant besoin d'aide. Moi, j'ai pas la ressource, mais je sais exactement où aller te référer pour que tu aies le service adéquat. Oui. Donc, c'est bon, c'est très bon. Bon, moi, j'ai une petite question vite par rapport aux minorités ethniques, justement, aux communautés. On dit minorité, mais on dirait communauté ethnique, ethnoculturelle. Donc, est-ce qu'il y a plus de délinquance au niveau, on pourrait dire, des communautés dites culturelles versus, on pourrait dire, la communauté d'accueil? Ou statistiquement, c'est sensiblement la même chose? Et le rapport à la délinquance, est-ce qu'il est différent? Ben ça, c'est une question de thèse. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! On va faire son doctorat ce soir. C'est une question de thèse que tu viens de poser là, mais dans le sens où on sait très bien que les populations autochtones, les populations immigrantes sont surreprésentées elles sont surreprésentées dans le système. Quand on parle d'adolescents qui font de la délinquance, les adolescents qui font de la délinquance, je veux dire, si je vous demande juste autour de la table, on est trois, est-ce que vous avez déjà volé une gomme? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de, tu sais, que vous étiez pas censé faire? Moi, jamais. Moi, je fais pas ça. J'ai jamais fait ça. Non, c'est sûr que oui. Ça fait partie de l'adolescence. Maintenant, il y a une différence entre prendre une gomme au dépanneur pour tester une limite quand c'est les gommes bazooka à 5 sous dans notre temps. Je reviens bazooka, encore. avec le petit, ouais, je me Je les ai animés. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Mais il y a une différence entre ça puis un port d'armes ou, tu sais, quelque chose que les jeunes qui vont avoir une criminalité vont faire. Mais on peut pas se leurrer puis dire que tout est traité de la même... Puis là, j'ai pas fait la thèse, là. Fait que j'amène ça de mon opinion personnelle de Jennifer Burnham, propriétaire des services de coaching CAS. Mais s'il y a autant, tu sais, je l'enseignais la semaine dernière, la population autochtone représente 7 % de la population canadienne et représente 50 % des enfants placés en famille d'accueil à travers le Canada. Juste un instant. Fait 7 % de la population canadienne
versus 50% des enfants placés. En famille d'accueil. Incroyable. Ben, c'est une statistique qui remonte de quelques années. Là. Je ne sais pas c'est quoi Mais quand aujourd'hui, même. mais c'était une statistique là, que j'enseignais là, à l'école. Puis ça, c'est à travers le Canada. Fait que ce n'est pas nécessairement au Québec. Il y a des concentrations de population autochtone. C'est peut-être dans le Grand Nord qui font monter les statistiques. Je ne sais pas, je n'ai pas poussé la recherche à ce niveau-là, mais c'est quand même très intense. Fait qu'on peut se dire qu'il y a des choses qui sont traitées différemment en lien avec la culture, qui fait en sorte que les interventions vont être différentes avec ces enfants-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'outil, je vais le massacrer en français. En anglais, c'est IRCA, les lettres IRCA. En français, c'est... bon, je ne m'essayerai même pas, là, mais ça a été traduit. Puis j'ai fait la formation pour faire ça dernièrement. Puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des rapports GLADU. Au niveau des personnes autochtones, quand il y a commission d'un délit, on va remplir en fait, ils ont droit, pendant leur défense, de remplir un document qui va parler un peu de l'impact du fait d'être autochtone sur toute leur expérience dans le système et comment ça peut avoir un impact sur... Ben, là, maintenant, ils ont des IRCA. C'est quelque chose qui a vu le jour en Nouvelle-Écosse. Nova Scotia, oui, Nouvelle-Écosse. Puis là, qui sont en train d'implanter partout ailleurs au Canada, qui est un peu le même principe, mais en lien avec les communautés noires. Fait en lien avec les communautés. Comment ça s'appelle? C'est des IRCA, mais en français, évaluation ethno... Écoute, je le connais pas par cœur, mais c'est quelque chose avec évaluation ethnoculturelle, impact, système de... Mais est-ce qu'en ce moment, là, quelqu'un qui veut commencer à chercher là-dessus, il y a de l'information? Ben, il y a un peu d'informations, mais c'est surtout, en fait, c'est les avocats qui doivent être mis au courant que ça existe parce que c'est l'avocat, au moment où la personne se fait défendre par le système de justice, qui peut dire, ben moi, j'aimerais ça qu'on fasse un IRCA pour mon client, pour voir justement comment, à travers le système, il a été traité. C'est quoi l'histoire du Québec, ben, peu importe la province dans laquelle on est, par rapport aux personnes des communautés culturelles, juste pour que ce soit pris en considération. Ça veut pas dire que les personnes sont acquittées, ça veut pas dire que les personnes ont moins de sentences, ça veut pas dire que... Mais ça veut dire qu'on prend en considération le background ethnoculturel des personnes. Et donc, c'est quelque chose qui est important à faire parce que c'est des choses qu'on les voit, ils sont surreprésentés. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas par rapport à cette surreprésentation-là. Donc, c'est d'aller voir un petit peu c'est quoi cette histoire-là. Puis, tu sais, on avait, il donnait des exemples, par exemple, de jurisprudence là, en Colombie-Britannique ou en Ontario qui a été fait, où est-ce qu'on se rend compte, par exemple, ben, que cet enfant-là a grandi dans tel endroit, n'a pas eu les mêmes opportunités à cause de telle chose qui l'a poussé vers une délinquance. Puis, ça permet juste d'avoir un portrait plus grand parce que, tu sais, la première fois que ça a été fait, ce que le assessor, mon Dieu, excusez mon anglicisme, la personne qui faisait l'évaluation avait remarqué, c'est qu'il y avait eu une évaluation complète psychologique qui avait été faite pour cette personne-là, qui était une personne adulte, je crois, et 2 autres rapports qui avaient été faits, et dans aucun des rapports, on mentionnait son origine ethnique. Fait que, ce qui laissait sous-entendre qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas nécessairement en termes de culture, en termes de croyances, en termes de... qu'on n'avait pas adressées. Fait que c'est dans ce sens-là que... Donc, quand tu me poses la question, est-ce que c'est différent? Je pense qu'à tous les niveaux, tant aux juvéniles qu'aux adultes, particulièrement à Montréal, évidemment, ou dans la grande région de Montréal, il y a effectivement une surreprésentation comparativement à la population qui est présente. Après, est-ce que le juge, bon, il faudrait demander à un juge, je ne suis pas sûre qu'il va vous répondre non plus, mais est-ce que le juge voit un dossier avec un petit garçon Tremblay qui a fait quelque chose versus avec un petit garçon Jean-Baptiste? Est-ce que ça a un impact? Je pense que, tu sais, ça, pour l'évaluer, il faudrait, c'est ça, une thèse pour voir vraiment est-ce qu'il y a des biais inconscients. Mais par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus une grande sensibilité dans la grande région de Montréal où est-ce que les gens veulent comprendre d'où leurs clients viennent, veulent s'assurer de prendre ça en compte. Je pense que c'est de plus en plus présent, puis je pense que les acteurs du milieu se mobilisent pour essayer d'en tenir compte. Donc... J'ai juste essayé de me faire comprendre comment est-ce qu'on... ou à faire comprendre à l'audience comment est-ce qu'on fait pour voir ça, justement. Comment on fait ce constat-là qui sont plus sensibles? En fait, c'est déjà... tu sais, je donne un autre exemple que je donne... dans mes cours, c'est par rapport aux abus physiques dans la LPJ. Tu sais, dans notre temps, quand on était petit, il y a, tu sais, quand la loi de la protection de la jeunesse est arrivée, les abus physiques, les corrections, on retirait les enfants automatiquement des milieux. On s'est rendu compte que c'était plus dommageable de retirer les enfants, par exemple, dans un milieu haïtien ou africain où la correction physique était
faisait très partie du milieu, c'était plus grave de retirer cet enfant pour pas qu'il mange de coups de bâton ou whatever. C'était plus grave de le retirer que de le laisser dans sa famille et de travailler avec la famille. Parce que ça, c'était un environnement qui, pour lui, ça faisait partie d'une correction physique. Donc, on ne dit pas, ah ben eux, ils ont le droit, ils battent leurs enfants. Mais on dit, comment est-ce qu'on peut vous accompagner plutôt que de retirer l'enfant dans le milieu. Et ça, c'est une sensibilité que les intervenants ont développée avec le temps aussi. Puis je pense que c'est plus nous, on grandit ici, c'est plus nos parents qui sont là. C'est un phénomène qui peut avoir tendance à diminuer aussi. Mais c'était quelque chose qui, culturellement parlant, on s'est dit, ben on va tenir compte de la culture, puis on va arrêter de retirer ces enfants-là automatiquement. On va aller voir, on va accompagner les parents, on va leur montrer comment faire différemment. Fait que ça, c'est des choses qui sont importantes. Fait que c'est qu'à quelque part, on s'est rendu compte qu'on avait retiré beaucoup d'enfants à cause de ça. Puis là, on s'est dit, hey, il y a peut-être quelque chose. On est allé le questionner, puis on a vu qu'il y avait effectivement quelque chose. Les vagues de délinquance vont souvent suivre les vagues d'immigration. Il y a eu un moment où il y avait beaucoup d'immigration asiatique, on voyait plus de délinquance à ce niveau-là. Il y a eu un moment où il y avait plus de personnes latinos, on voyait qu'il y avait plus de personnes latinos qui étaient là-dedans. Après ça, on a eu les Haïtiens, les Jamaïcains, les gangs qui étaient plus présentes. En ce moment, on a beaucoup d'Arabes, d'immigration arabe. Donc, on va voir que cette présence-là augmente aussi. Donc, ça, c'est des choses aussi qui peuvent avoir un impact. Parce que quand les gens arrivent, ils sont déstabilisés et donc vers quoi ils vont aller pour se rééquilibrer ou pour se restabiliser, pour trouver leur place dans leur pays d'accueil. Des fois, ils ont moins de moyens, puis ça fait en sorte que c'est des proies un petit peu plus faciles où ils ont plus de facteurs de risque pour tomber dans la délinquance. Fait que c'est des choses qu'on va voir. Puis les vagues d'immigration vont venir influencer, par exemple, les jeunes qui vont se faire prendre. Alors, est-ce qu'on peut parler du phénomène de ghettoisation qui peut augmenter ce risque-là ou vraiment juste les facteurs de risque psychosociaux? En fait, le phénomène de ghettoisation est un facteur de risque en soi parce que quand t'es ghettoisé, tu es isolé, tu n'as pas accès aux mêmes ressources que les gens et donc ça devient un facteur de risque en soi. Donc, on ne peut pas fermer les yeux puis faire comme si ça n'existait pas. Par contre, ce n'est pas le seul facteur, ce n'est pas la seule chose qu'on doit prendre en compte. On doit prendre en compte beaucoup plus que ça pour aller voir comment on peut travailler avec ces jeunes. Moi, j'aimerais rajouter au point que tu viens d'amener parce que moi, je le vois de plus en plus, les gens qui posent des questions. Des fois, je donne un exemple, une intervenante me dit « Mais moi, je ne viens pas du milieu, là, comme je ne pourrais pas le comprendre. » J'ai dit, c'est pas vrai. Si tu fais l'effort de t'intéresser à lui, sa culture, je te jure que tu vas avoir une différence dans peut-être même la confiance qu'il va te donner. Et tu ne sais pas, peut-être qu'il voit tout le monde comme du système, comme des ennemis, tandis que toi, tu es là, tu fais l'effort de connaître un peu sa culture, tu fais l'effort de comprendre comment il a grandi. Et les gens, ils nous demandent, mais toi, par exemple, tu es haïtien. Ça, là, ça veut dire quoi, ça? OK, ça veut dire, quand il me dit ça, ça veut dire ça. Je trouve que les gens commencent à faire de l'effort de comment moi, je peux m'outiller pour mieux aider les autres. Même si on ne vient pas du même background culturel, même si on n'a pas vécu, j'ai pas vécu la rue, la délinquance, comment je peux t'aider? Puis je trouve qu'ils font l'effort d'aller vers les gens qui peuvent leur donner des outils. Donc, Puis il y a une certaine... J'allais dire dédramatisation, mais en voulant dire, on ne peut pas connaître toutes les cultures. Moi, je ne peux pas connaître toutes les cultures. Ma mère est québécoise, mon père vient de la Barbade, j'ai grandi avec des Haïtiens, mon conjoint est haïtien. Je peux dire que je maîtrise un petit peu ces trois choses-là. Mais en même temps, ça ne veut pas dire parce que moi, je fais ça ou parce que je me tiens avec des personnes qui font ça que ça veut dire que ça a la même... Je peux pas prétendre de comprendre tout ce qui se passe, par exemple, dans ta culture chez toi ou dans ta culture chez toi, parce qu'il va y avoir des différences. Donc, de rester curieux, de rester ouvert, de démontrer de l'ouverture, écouter les gens quand ils arrivent. Puis ça peut être la même chose. Des fois, on fait l'association. Moi, je travaille beaucoup avec les communautés immigrantes dans ma pratique. Puis, des fois, on va avoir tendance à faire l'association. « Ah ouais, mais tu sais, toi, t'es noir, fait que tu vas les comprendre, on va te les envoyer. Mais des fois, il y a des familles qui vont se dire « Non, moi, j'ai trop honte, je veux pas, je vais aller voir une personne blanche, une personne qui va être loin. » Fait qu'on peut pas faire des associations faciles 1 + 2, 1 + 1 = 2. Il faut prendre le temps de voir l'humain qui est devant nous. C'est tellement vrai, ça. Puis je pense que ça, les intervenants le comprennent et le font de plus en plus. On essaie d'être le moins possible dans des automatismes et on essaie de voir l'humain qui est devant nous. T'sais, on parle tant dans les écoles, puis il y a des gens qui vont s'en plaindre, qui vont se dire tout le monde devrait rentrer dans une boîte, puis on devrait être capable de fonctionner selon un moule. Mais on le voit dans les écoles avec les classes inclusives, les profs qui vont enseigner d'une manière à telle personne, d'une autre, qui vont chercher une autre manière pour une autre personne, des bancs. Je parlais à quelqu'un tout à l'heure, juste avant de venir, puis elle me disait, j'enseigne, puis j'ai été enseignée dans une classe, puis
c'est difficile. Je leur enseigne des maths. Il y en a un qui se balance dans le coin. Il y en a un autre qui est à terre en dessous du bureau comme ça. Il faut que nous, on s'adapte. Mais dans notre temps, on faisait pas ça. Là, c'était comme le bureau est pas droit, ton bureau dépasse d'1 centimètre, remets-toi dans la rangée et tout. Exact. Fait que c'est cette ouverture-là. Tu sais, quand tu parles d'ouverture, des gens qui viennent te voir, qui viennent te questionner, c'est qu'ils ont cette ouverture-là et cette envie de connaître l'autre. Puis avec le nombre de différences ethnoculturelles de pays d'origine qui sont dans la grande région de Montréal, on peut pas toujours être en mesure de tout connaître. Fait qu'il faut partir avec cette prétention-là aussi que je suis pas un expert de la culture haïtienne, je suis pas un expert de la culture barbadienne, je suis pas un expert de la culture québécoise non plus, parce que c'est pas pareil à Montréal qu'à Trois-Rivières. Ça, c'est un très bon point. Je suis pas une experte, mais je veux apprendre à te connaître toi, donc je veux que tu me parles de ce que toi, tu vis. Je pense que ça, c'est aussi la base et de plus en plus d'intervenants le font, je crois. Ça, c'est bon. Fait que, si on ferait du pouce là-dessus par rapport aux interventions, est-ce qu'il y a quelque chose en tant qu'intervenant qui serait peut-être, entre guillemets, une chose, là, parce qu'il y en aurait beaucoup, mais à proscrire lorsqu'on fait une intervention, soit auprès d'une famille, soit endeuillée, ou une famille qui vient d'apprendre que son enfant est aux prises avec une situation de délinquance, puis l'approche aussi, parce qu'on a parlé d'approche. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose, une ou deux choses qu'on pourrait proscrire au point de vue intervention à ce niveau-là? Encore une fois, quelque chose que je dis toujours à mes étudiants, c'est quand vous partez d'une intervention, la seule chose que vous avez besoin de vous assurer, c'est que vous n'avez pas empiré la situation de la famille. Si tu sors de ton intervention en disant « Ouais, peut-être que j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose, ça va faire en sorte que c'est pire », faut le reprendre. Ça arrive, on est humain, ça peut arriver, mais il faut le reprendre parce que tu ne veux pas les laisser dans une situation où est-ce que j'ai eu quelqu'un qui est venu chez moi intervenir et quand il est parti, c'était pire que quand il est arrivé. Ça, c'est la chose que tu ne veux pas. Maintenant, qu'est-ce qui va faire ça? Souvent, ça va être du manque d'écoute, ça va être du manque d'ouverture, ça va être du manque de disponibilité. Une personne qui vient, qui fait une intervention, mais comme, ouais, il faut vraiment que tu vois ce jeune-là. Ah ouais, c'est bon, je vais le voir. Dis-lui de venir me voir après l'école. Puis que toi, tu penses qu'il faut que tu ailles chez toi, que tu as ton souper à faire, que tu as ton enfant, que tu as une rencontre. OK, je vais arriver en retard à telle place. Tu ne l'écoutes pas vraiment. Le jeune va le ressentir. Fait que, tu sais, les jugements aussi, d'avoir un jeune qui vient te voir, qui te raconte une situation difficile, puis que tu juges la personne en fonction de, tu sais, comme tu viens de me dire ça, là, attends, t'as fait ça, puis que la personne peut voir le jugement aussi. Bien, ce que ça fait, en fait, c'est que ça peut faire en sorte que ces jeunes-là se disent, c'est pas facile de demander de l'aide, OK? C'est pas facile. Ça, tout le monde autour de la table, c'est pas facile de demander de l'aide. J'approuve. Si je viens te voir et que je te demande de l'aide, puis que tu ris de ma demande d'aide, que tu n'écoutes pas ma demande d'aide, que des fois, les intervenants, là, surtout dans nos communautés culturelles, dans le communautaire, dans les écoles, dans n'importe où, on a des non-verbales qui parlent, tu comprends? Donc, tu viens me raconter une affaire, puis ma réaction, c'est de rouler les yeux, ou, tu sais, genre, hey, de quoi tu parles? C'est quoi ce tintin-là? Tu sais, comme... Mais les jeunes, ils s'en vont, puis ils sont comme, OK, moi, je ne demanderai plus jamais d'aide. Ce problème-là, je le mets dans ma poche à l'intérieur, je le rentre dans mon cœur, and that's it. Je ne vais plus aller voir personne pour demander de l'aide. Fait que je pense qu'en termes d'intervention, de défi, de ce qu'on ne veut pas faire, c'est ça. Puis il faut se connaître en tant qu'intervenant. Il faut savoir que des fois, il y a des journées où on est vraiment... notre mieux, là, il est vraiment là, alors qu'il y a des journées où est-ce qu'on est plus... parce qu'on vit plein de choses dans notre vie, parce qu'on a de la difficulté on a mal dormi, on s'est mal préparé, peu importe la raison. Mais il faut être en mesure à ce moment-là de le dire aussi. Tu sais, ton problème, il est super important. En ce moment, je ne suis pas vraiment disponible. Est-ce que c'est correct avec toi si on se prend un rendez-vous, dépendamment de la situation, demain, dans 1 heure, dans 2 heures? Je vais prendre un moment puis je vais m'arranger pour être capable de t'écouter puis d'accueillir ce que tu me dis parce que pour moi, c'est important. Il y avait un prof qui disait, là, l'intervenant et la relation d'aide. Il disait tout le temps, ton meilleur outil, c'est toi. Ouais. Si tu ne vas pas bien, tu ne peux pas bien gérer les situations et même guider la personne qui vient te demander de l'aide. J'ai toujours retenu ça. Oui, absolument. L'intervenant, c'est vrai, l'outil de l'intervenant, c'est soi-même. Puis après, une fois que tu as mis ça sur la table, ben, tu peux dire, ben, tu sais quoi, je vais t'envoyer voir Andrew parce que moi, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Tu peux faire un relais, on peut faire l'intervention en 3. Tu veux vraiment que je sois avec moi? Parfait, je vais venir avec toi, mais lui va faire l'intervention parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Donc, pour ça, ben, il faut du travail en équipe, il faut des ressources, il faut des... Puis on le sait, il manque de personnes partout. Le communautaire, c'est pas facile parce que les gens sont moins payés, ils investissent beaucoup
beaucoup de temps et d'énergie. Fait que c'est de voir, tu sais, comment on peut s'assurer de toujours essayer de faire en sorte que le jeune quitte l'intervention en se sentant un petit peu mieux. Et les jeunes, ils respectent ça quand tu les dis, ah ouais, c'était tough là dernièrement. Là, exemple, il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille, vite, vite. Là, comme il y a des jeunes avec qui quand tu développes une relation dans le communautaire, tu le dis clairement. Des fois, tu viens au travail, ils voient avec tes enfants. Tu les montres que, hey, je suis un être humain aussi. Puis ils apprécient cette transparence-là comme, oh, j'ai peut-être un peu moins dormi, bébé a pleuré, par exemple. Ils sont comme, OK, tu es un peu plus fatigué aujourd'hui. Ouais, mais t'inquiète, je suis disponible pour toi. Oh, en ce moment, il y a une urgence familiale. Il va falloir que, est-ce qu'on peut déplacer le rendez-vous? Et ils apprécient l'honnêteté, puis tu les dis clairement, et je t'abandonne pas, c'est juste, voici ce qui se passe, mais t'inquiète pas, je suis là avec toi. Et généralement, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Donc, ils sont toujours comme, dès que tu as le temps, on s'assoit, on fait la rencontre ou whatever, mais juste les montrer que hey, je suis peut-être mieux outillé que toi, mais je ne suis pas mieux que toi et j'ai des bad trips, des situations malaisantes ou compromettantes comme toi, mais regarde comment je suis quand même capable de manœuvrer puis m'arranger pour être disponible pour toi. Puis je crois que ça les montre que, OK, il y a comme une manière que je peux y arriver, ma situation. Regarde comment lui, il vient de dire que peut-être il n'a pas bien dormi la dernière nuit ou whatever, mais il vient quand même avec une bonne humeur au travail. Puis je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ça, qui sont comme, OK, je peux m'inspirer de ça. Donc, ouais. Puis tu vois, tantôt, tu parlais du communautaire versus l'institutionnel. Mhm. Mais ça, c'est quelque chose que dans le communautaire, moi, à mes étudiants, que j'enseigne l'évaluation et l'intervention en LJPA et en LPJ, tu sais, je veux dire, ils n'amènent pas leur enfant au travail. Ils ne vont pas nécessairement donner de l'information sur leur vie privée. Ils ne vont pas Exact. nécessairement avoir ce contact-là. Ouais. Mais les deux sont importants pour les jeunes. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir ce relais-là? Parce que moi, souvent, par après, quand j'ai des jeunes qui sont passés par le système puis qui viennent me voir 1, 2, 5, 10 ans plus tard, peu importe, pour travailler certaines choses, ben, c'est ce qu'ils vont me dire. Ah ouais, mais quand on est là-bas, eux, ils sont toujours parfaits. L'intervenant disparaît du jour au lendemain, il s'en va en maladie. Je sais pas pourquoi. En fait, on me le dit pas. Je présume qu'il s'en va en maladie parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est tu changes d'intervenant. Ça fait 6 fois que je change d'intervenant. Tu sais, l'autre est plus là pour une période indéterminée, mais tu sais, on n'a pas nécessairement accès à cette humanité-là. Fait que déjà, tu sais, ça fait partie, c'est un cadre. Moi, si j'interviens, si je suis déléguée à la jeunesse, si je suis évaluateur, whatever, ben, je ne vais pas nécessairement rentrer dans tout ça, ou en tout cas, définitivement pas à la même distance qu'on peut le faire dans le communautaire. Donc, créer un lien plus... on pourrait dire vraiment créer un lien aussi solide, en fait. Mais tu crées le lien, si je ne me trompe pas. C'est juste que c'est comme le cadre de l'institutionnel, il faut que ça reste quand même. Tandis que communautaire, tu as un peu plus de latitude, je trouve. C'est pour ça le mélange des deux, je l'aime. Quand, exemple, tu as quelqu'un en centre jeunesse qui dit hey, est-ce que tu peux venir, on a un suivi à faire, par exemple, ou peu importe, une école qui nous dit hey, on a besoin d'une assistance. Puis quand on jumelle les deux ensemble, je trouve que c'est parfait. Mais honnêtement, c'est vrai que, comme dire, mais vous, par exemple, communautaire, vous avez le droit de faire ça, ça, ça. Puis on est comme, ouais. Puis dit, OK, nous, non. On est comme, OK. Puis on comprend que pour que chacun des emplois fonctionne bien, il faut qu'il y ait ces cadres-là ou cette latitude-là. Mais je crois que, honnêtement, c'est ce que je préfère avec le communautaire, c'est plus le fait que j'ai un peu plus de latitude. Mais, parce que si je donne un exemple vite, moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est de voir quelqu'un être transparent. C'est ça qui m'a montré que il n'y a pas honte de nous parler de ça, mais il ne sait même pas que ce qu'il me raconte, moi, je le vis, mais j'ai honte d'en parler aussi. Fait que cette ouverture-là, ça m'a amené à, OK, il faut que je puisse me permettre d'être vulnérable pour aider quelqu'un d'autre à mon tour. Fait que c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec le communautaire, que je peux me permettre d'être un peu plus, de dire un peu plus sur moi à la personne. Donc, il y a une réciprocité qui est différente, en fait, dans la relation. Tu sais, moi, arrivé... les intervenants, mes étudiants, qui me diraient, ben moi, je vais arriver chez telle famille, je vais leur amener de la nourriture, on va partager telle affaire, il va me faire goûter telle chose. C'est moins... tu sais, on est moins là-dedans. Tandis que dans le communautaire, tu as cette réciprocité-là. Tu as quelque chose où est-ce que tu peux partager davantage, où est-ce que, tu sais, des fois, dans certains milieux, les intervenants vont me dire, ils reviennent de stage, les étudiants, puis ils vont me dire, ben, tu sais, on m'a dit qu'il fallait pas que je dise le nom de mon chum, ou on m'a dit qu'il fallait pas que, tu sais, j'aille des photos de mes enfants dans mon casier, ou, tu sais, dépendamment des milieux où les stagiaires viennent, des fois, puis qui vont nous expliquer. Mais dans le communautaire, c'est pas quelque chose qui est présent. Puis pourtant, c'est le même client. Exact, c'est vrai. Très bon point.
mais le rôle est différent, la perception aussi est différente. Tu sais, moi, quand je vois des intervenants qui travaillent dans le communautaire ou quand je collabore avec des intervenants qui travaillent dans le communautaire, ben, tu sais, ils peuvent se permettre de dire des choses aux jeunes qu'une personne en institution ne pourrait pas se permettre. Ils peuvent se permettre de faire des jokes, tu sais, de faire des affaires que les personnes en institution, ils ont un rôle à maintenir, puis ils pourront pas faire ça. Puis ils pourront pas faire ça parce que ça ne fait pas partie de leur rôle, mais ils pourront pas faire ça non plus parce que ça ne passera pas. Exact. Parce qu'il manque cette réciprocité-là. Tu sais, l'espèce de grand frère, petit frère que même tu as parents, dans le des fois. communautaire, Parce que des parents. fois, faire du rentre-dedans, là, Ouais. des fois, dans le communautaire, on utilise, là, surtout si on vient de la même communauté, des fois, on pique comme si on était un parent, là, puis des fois, ça se passerait pas. On se dit que je te donne tellement d'amour que quand je dois te tirer un peu les oreilles, mais des fois, pas des fois, je pourrais dire tout le temps, ils sont réceptifs. J'avais faim, tu m'as donné à manger. Ça allait pas à la maison, tu m'as écouté. J'avais besoin de 20 $ par exemple pour faire quelque chose d'important, pour aller à une entrevue d'emploi. Tu me l'as donné. Fait que quand je te tire les oreilles, avec amour toujours, ils sont réceptifs, je trouve. Ben, c'est ça. Puis il y a des intervenants dans le milieu institutionnel qui vont réussir à créer des super bons liens. Il y a des jeunes qui vont rappeler longtemps après. Ça arrive aussi. Je veux dire, on n'est pas en train de dire qu'ils ne sont pas capables de créer des liens. C'est pour ça que mais c'est juste que c'est pas la même réciprocité. Les gens voient plus les jeunes voient plus les gens de l'institutionnel comme la police ou la loi. La loi, exactement. Exact. Mais en réalité, des fois, ça les bloque à tu as vraiment une bonne intervenante devant toi, tu le sais même pas. Mais c'est une fois que cette façade-là est passée, tu es comme, OK. Mais souvent, c'est notre rôle, justement, de remettre les pendules à l'heure, surtout si on connaît les deux revers les deux envers de la médaille, on pourrait dire. C'est toujours bon de pouvoir, je pourrais dire, les cadrer en ce sens-là, puis bien leur expliquer, parce que c'est l'information qui aide à mieux comprendre aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Andrew, si on passe aux mises en situation? Mais j'ai une question. T'as une autre question? J'avais une question, OK? Si on parle par rapport, OK, parce que, OK, on se dit que nul n'est censé ignorer la loi, OK? Mais très souvent, en parlant avec nos jeunes, on réalise que il y a des choses qui ne sont pas bien maîtrisées, qui ne sont pas bien comprises. Par exemple, mais j'ai le droit de me promener avec eux. C'était même pas un vrai gun, c'était une fausse arme ou c'était juste un pepper spray. Mais si on se dit vraiment ce que la loi dit par rapport à ça, comment le jeune devrait se comporter? En fait, dans la loi, quand on parle d'armes, l'arme peut être une arme, une imitation, peut être... en fait, un crayon peut être une arme si je l'utilise comme une arme. Donc, ça devient... Si je te plante un crayon quelque part, ça devient un voie de fait armé. J'ai une arme et je... donc, c'est dans cette optique-là aussi de voir ton fusil en plastique que tu as sur toi, ta fausse arme que tu as sur toi. C'est quoi l'intention et est-ce que tu l'as utilisé? Qu'est-ce que tu as fait avec? Si tu as pris le manche d'un aspirateur, que tu l'as mis dans ton manteau, que tu as fait un hold-up de dépanneur, quand tu te fais arrêter, même si c'est un manche d'aspirateur que tu as dans ton manteau, on va quand même te dire c'était un délit armé parce que la personne qui est derrière le comptoir ne sait pas que ce n'est pas une arme que tu as dans ton chandail ou quoi que ce soit. Donc, tu vas avoir les mêmes conséquences dans le sens où ça va quand même être une infraction armée. Après ça, tu as parlé de pepper spray. Oui. Le poivre de Cayenne. Oui. Le poivre de Cayenne, c'est illégal au Canada, en passant. Mais les gens pensent vraiment que si c'est pas un gun, c'est pas une arme à feu, ça devrait passer. Non. Mais premièrement, le poivre de Cayenne, c'est illégal au Canada. Okay. C'est prohibé. On n'a pas le droit d'en avoir. Ce que les jeunes vont avoir souvent sur eux, c'est du répulsif à ours qu'ils vont trouver dans les boutiques de chasse, qui fait un petit peu le même effet, puis ils vont dire que c'est du poivre de Cayenne, mais dans le fond, souvent, c'est du répulsif. C'est ça le mot? Mais pour éloigner les ours quand on va à la chasse. Donc, c'est ça qu'ils vont utiliser. Mais encore une fois, que le poivre de Cayenne, c'est prohibé, fait que tu n'as pas le droit d'en avoir sur toi. Mais même si tu sprays du truc à ours sur quelqu'un qui passe, c'est une infraction armée aussi parce que tu l'utilises comme une arme. Si je te lance de l'eau dans le visage pour t'aveugler puis pour être capable de te donner des coups, mon eau devient une arme. Wow, et ça, c'est ça qu'il faut savoir, en fait, c'est que peu importe ce que j'utilise pour t'atteindre. C'est pour ça que je donnais l'exemple du crayon tout à l'heure. Tout le monde a des crayons, on écrit, on va à l'école, les enfants, ils ont des coffres à crayons pleins de... Mais si je l'utilise
pour t'atteindre, ben à ce moment-là, ça devient en soi une arme et tu pourrais être accusé d'une infraction de quelque chose d'armé. Je suis tellement content de cette réponse-là parce que ça met tellement les choses en perspective. Quand maintenant je fais des interventions, je sais quoi dire parce qu'il y a tellement cette naïveté et cette inconscience de c'est sérieux, même si mais c'est pas vrai, c'est juste un jeu. Mais, tu sais, mais je suis content que on a pu amener vraiment la lumière là-dessus. Puis dernière question avant les mises en scène, c'est un jeune, j'entends souvent, je vais avoir 18 ans bientôt, là, mon dossier va s'effacer, j'aurai pas de problème. Qu'est-ce qu'on répond à un jeune qui dit ça? Ben, en fait, premièrement, il faut savoir, tu sais, la LSJPA, c'est une loi qui s'applique pour les 12 à 17 ans au Canada. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que tu aies fait ton délit entre 12 et 17 ans. OK? Donc, si tu fais ton délit à 16 ans et demi, à 17 ans, et que le temps que ce soit procédé, tu arrives à tes 18 ans, puis que ta sentence va durer jusqu'à 20 ou 21 ans, mais ton dossier, il est toujours actif. Déjà, en passant, c'est pas, tant que ton dossier n'est pas fermé, ben, il reste actif et les gens vont être capables d'avoir accès à cette information. Pas monsieur, madame, tout le monde, mais la police ou... Après ça, il faut savoir que les suivis, bon, là, je ne suis pas avocate, OK, mais de ma connaissance, les suivis, par exemple, si moi, je suis policier, ben, même si ton dossier LSJPA, il est fermé, je suis en mesure de voir qu'il y a eu des interventions qui ont été faites dans le cadre de la LSJPA. Et donc, techniquement, on n'est pas censé nécessairement en tenir compte en tant que policier ou en tant que... Mais il va y avoir des traces qui vont être laissées quand même. Puis, tu sais, ça va dépendre aussi du type d'infraction. Parce qu'il y a certains délits que ça va pas s'effacer. Ça va dépendre de la peine aussi que le jeune a reçue. Parce qu'il y a certains types de peines qui vont rester, qui vont laisser des traces. Là, je m'avance, mais je ne suis pas certaine à 100% de ce que je vais dire, donc disclaimer. Mais, par exemple, un jeune qui aurait un transfèrement, parce que des fois, tu sais, que je disais, ça va jusqu'à la sentence, le jeune peut la garder jusqu'à plus longtemps. Mais, par exemple, un jeune qui aurait une sentence qui l'amène jusqu'à 21 ans ou 20 ans ou peu importe, et qui ne s'implique pas et tout, et qui ça ne fonctionne vraiment pas dans un milieu jeunesse, ben, ce jeune-là, l'établissement pourrait dire, ben, on va l'envoyer en prison. Mais à partir du moment où tu vas en prison pour terminer ta sentence, il y a quelque chose aussi qui se transfère puis qui devient une sentence adulte parce que là, tu ne l'as plus fait dans le cadre de la LSJPA. Mais sous toute réserve, là, mais d'après moi, ça, c'est des choses qui ont des impacts aussi. Puis après ça, ben, dépendamment de la période d'accès au dossier aussi, parce que même si on est en LSJPA, ben, il y a des moments où est-ce que, avant que le dossier soit fermé, dépendamment du délit, ça peut aller de 6 mois jusqu'à 5 ans, ben, on va continuer de le voir apparaître dans les recherches et tout. Ça ne va pas nécessairement, puis là, encore une fois, je ne suis pas avocate, il faudrait demander à un avocat si vous en rencontrez un, mais tu sais, si tu veux aller travailler chez McDo, puis qu'ils font la recherche de ton plumitif, puis que tu as fait un délit quand tu avais 17 ans, dépendamment du type de délit, dépendamment de ci, dépendamment de ça, même si tu es encore en probation, ça ne va pas nécessairement toujours ressortir. Ça va dépendre de certains facteurs parce que c'est un délit qui est mineur. Tu sais, quand tu fais genre une recherche... mais là, encore là, c'est sous toute réserve. Puis, tu sais, c'est dépendamment de certaines choses, puis ça va encore avec le type de délit, ça va encore avec, tu sais, un jeune qui fait un voie de fait, qui n'a pas de sentence, que c'est sa première fois que ça l'arrive, qui avait 13 ans, qui reste à la maison, qu'on lui donne 10 heures de travaux communautaires. Ça va pas, tu sais, la prescription ne sera pas longue, là, à 18 ans, il ne va pas aller chercher ça, puis ça va ressortir, tu sais. Mais par contre, c'est des choses qui... il ne faut pas faire la pensée automatique de « Ah, ben, tu sais, j'ai fini ma sentence, je suis clairée. » Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer. Puis éventuellement, peut-être que ça va s'en aller, dépendamment de la sentence que tu as eue, dépendamment de l'infraction qui était commise, etc. Mais ce n'est pas une chose automatique de « je le fais », puis après, ça disparaît. T'sais. Merci pour la précision, parce que moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'à 18 ans, c'est mineur, c'était mineur, donc on ne peut pas l'utiliser contre toi. Par contre, si dans le 5 ans suivant ta dernière infraction, ta dernière condamnation, quoi que ce soit, tu te refais arrêter, ça peut être utilisé pour dire, pas pour que tu sois, par exemple, une peine à purger par rapport à ça, mais plus au niveau pour expliquer le comportement, comme il ne veut pas changer, il n'a pas changé. C'est ça que j'avais cru comprendre. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup plus de précision. Hein. La nature de l'infraction, la nature de l'arrestation et tout ça. Oui. Ben, encore une fois, là, allez voir un avocat pour plus de détails. Pas de problème, précis, on va garder ça, on va réserver ça pour un avocat. C'est bon. Fait que si on passait aux mises en scène... Donc, tu en as une en premier ou tu veux gagner? Non, tu peux y aller. OK. Donc, mise en scène, OK.
euh, un jeune qui, justement, a peur qui a peur de... Qui sait que, par exemple, il était impliqué dans une action. Par contre, là vient le temps de, OK, on passe en cours, puis euh, potentiellement, je vais devoir parler. Si je veux me retirer de la situation, faire en sorte que je n'ai pas trop de problèmes. Le jeune se dit que oh, je vais parler, puis il n'y a personne qui va être au courant que je vais parler. Donc, s'il fait ici, il Il délate, en fait. ben, y a le monde qui va dire snitch ou quoi que ce soit, mais qui Ouais. va raconter les faits. Qu'est-ce qui a Mhm. pris place? Donc, qui a accès à ces informations-là si une déclaration est faite? Ben encore une fois, je suis pas avocate, fait que je ne pourrais pas vous dire. Mais dans les faits, en fait, c'est de l'information qui est censée être confidentielle. C'est pas de l'information qui est censée être diffusée. Et donc, ça va être de l'information qui va être utilisée souvent par les avocats en négociation, les délégués à la jeunesse quand ils vont. Parce que tout à l'heure, tu sais, je parle, les délégués à la jeunesse, ils font des bons travail de rapport prédécisionnel, tu sais, de faire la situation du jeune. C'est des choses que tu sais, j'enseigne qui sont quand même très complètes. Fait qu'ils vont avoir accès à cette information-là. Ils vont avoir accès à ce qui a été dit aux policiers, par exemple, pour faire leur rapport. Et ils vont avoir accès à toute l'information dont ils ont besoin. Donc, ça ne sera pas nécessairement mentionné que c'est telle personne. Des fois, ça va être dénominalisé pour éviter qu'on ait l'accès. OK. Par contre, les jeunes entre eux, en fait, le danger, c'est souvent ça. C'est que les jeunes entre eux savent que moi et toi, on était là. C'est juste toi qui as cette information-là. Cette information-là se retrouve écrite. Obviously, c'est toi. Tu comprends? OK. Fait que c'est là où les jeunes vont faire les associations de dire, mais comment ça se fait que ça, telle chose, c'est écrit dans mon rapport? Comment ça se fait que telle chose, je l'ai entendue, alors que c'est juste toi qui avais cette information-là? C'est pas moi qui l'ai écrite, donc c'est Puis- qui? C'est toi? Mais c'est OK, ça. je Puis, tu comprends. sais, miraculeusement, moi, je prends, tu sais, j'ai des jeunes qui vont me dire ça aussi quand je les accompagne avant dans leur procédure judiciaire. Ah, miraculeusement, moi, mon affaire est sous attente. On me parle d'un 12 mois. Puis, miraculeusement, lui, l'information que juste moi et lui, on avait sont dans le rapport. Puis, lui, miraculeusement, il va avoir une période de probation. Il va avoir telle affaire. Fait que OK. même si c'est pas dit, même si personne dans le système va aller dire, ben oui, tu sais, c'est Andrew qui m'a dit ça, les jeunes font les associations. OK. Tu sais. Puis même si on est 4, 5, 6 dans une situation, on se parle, toi tu me dis ça, toi tu me dis ça, toi tu me dis ça, toutes les choses concordent, toi, oh, là, tu bégais, OK, c'est toi. Tu sais. OK. Puis des fois, tantôt on parlait de l'escalade, des conflits des jeunes, ils n'ont même pas besoin d'avoir la certitude pour être fâchés puis pour avoir besoin de se venger. Juste Tu un comprends? doute. Juste le doute est suffisant pour dire, ben, tu sais, moi je pense que c'est toi, puis là, ben, on escalade. Fait qu'on... Est-ce que tu veux en donner une? J'en ai une situation, un jeune ou une jeune qui est côté, on pourrait dire, trouble du comportement, donc TC. Puis, exemple, elle se retrouve en institution pour ça. Et puis, c'est le parent qui a fait le signalement, on va dire. Et puis, là, il arrive qu'on apprend que cette personne-là, pendant qu'elle elle est placée, on apprend qu'elle a fait un délit. Pendant qu'elle était à l'extérieur. Mais ça, le parent ne le savait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à la garder sous le côté protection ou on transfère ce ou cette jeune-là au niveau de la section jeunes contrevenants? Comment est-ce que ça peut se traduire si on a appris après qu'elle soit rentrée suite au signalement? Ben, en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. OK. Tu sais, la LSJPA, il faut qu'il y ait des accusations. Il faut que tu aies un mandat puis qu'il y ait des accusations qui soient portées. Fait que, tu sais, est-ce qu'à ce moment-là, la personne, quand on sait, c'est qui sait? C'est le jeune qui a dit quelque chose aux intervenants. Les intervenants savent que ça s'est fait, le travail avec eux. C'est la police qui arrive avec un mandat puis qui dit on doit t'arrêter parce qu'on sait que tu as fait ce crime-là. Donc, ça ne sera pas pareil. Si les policiers arrivent et disent ben on doit t'arrêter parce que tu as commis tel délit puis on sait que c'est toi, à ce moment-là, les policiers, n'importe qui dans la communauté, moi, je me fais arrêter, le policier va décider s'il me libère sous promesse de comparaître ou s'il m'amène en détention. OK. Donc, même si le jeune est en protection de la jeunesse, si le policier vient l'arrêter,
bien, il va décider, par exemple, est-ce que toi, tu dois être détenu ou est-ce que toi, tu vas rester où est-ce que tu es en attente de comparaître. Ça va être la même chose. Fait que déjà, il y a ça. Après ça, à partir du moment où le jeune va obtenir une sentence par rapport que les procédures vont être terminées, que le jeune va obtenir une sentence par rapport au délit, ça va dépendre c'est quoi la sentence aussi. Si le juge dit, ben moi, je te donne une sentence de garde différée, ben ça se peut que le jeune reste dans son unité de protection de la jeunesse. Si le juge dit, je te donne une sentence de garde ouverte, la garde ouverte, c'est une sentence qui est faite presque partout au Québec, à part quelques exceptions, mais dans des unités où est-ce qu'il y a des jeunes en protection de la jeunesse et des jeunes de garde ouverte mélangés ensemble parce que c'est le même niveau d'encadrement. OK. Donc, peut-être que tu vas rester dans ton unité. Si le juge demande la garde fermée, bien, à ce moment-là, tu vas transférer dans une unité de garde fermée le temps de ta sentence. Par contre, advenant qu'un jeune soit placé jusqu'en avril 2026 ou en protection de la jeunesse, mettons, puis qu'il y a une sentence de 3 mois, ben il va aller en garde fermée pour 3 mois et après son 3 mois, il va revenir dans une unité de protection de la jeunesse parce que la sentence que le juge lui a donnée, c'est 3 mois. Fait qu'il va retourner après en protection de la jeunesse jusqu'en avril 2026 parce que c'est le cadre légal de chacune des lois qui va venir adresser là, cette question-là. Donc, c'est très différent. Ça dépend de la situation, ça dépend du délit, ça dépend est-ce qu'il est dénoncé le délit ou pas, parce que des fois, les jeunes vont avouer des choses. Même moi, dans mon bureau, des fois, les jeunes me disent « Ah ouais, je me suis fait prendre pour ci, je suis en attente de comparaître. Mon père veut que je vois quelque chose. Mes parents ne savent pas, mais c'est genre la 8e fois que je faisais ce délit-là, puis c'est la première fois que je me fais prendre. Les jeunes vont me dire ça pendant qu'ils sont dans leur démarche et dans leur procédure. Mais moi, je fais mon évaluation, je travaille avec eux, je travaille des choses. S'il n'y a pas d'accusation criminelle ou de trucs comme ça, ben on va travailler ensemble. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le besoin qui est derrière? Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a toujours non plus une dénonciation. J'ai une petite question. Au début, on avait parlé, c'est entre 12 et 17 ans. Hein, si jamais la loi, c'est la LSJPA. LSJPA. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Bon, voilà. Mais rien de moins, si jamais un jeune commet un délit, parce que là, on voit que c'est de plus en plus jeune, hein, que les jeunes ils font des délits. Bon, je ne veux pas exagérer, mais on va dire à 9 ans, entre 9 ans et 12 ans, qu'est-ce qui pourrait se produire à ce moment-là? Ben, en fait, c'est que le jeune n'aura pas de responsabilité criminelle parce qu'à 9 ans, tu es réputé comme n'ayant pas la conscience des impacts ou le mens rea, l'intention de, tu es considéré comme, tu n'es pas assez développé pour être en mesure d'avoir cette intention-là de faire du mal. Donc, ça va souvent être, dépendamment du délit et tout, mais ça va souvent être des choses qui vont soit passer en trouble de comportement sous la loi de la protection de la jeunesse, qu'on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là qui a fait en sorte, un enfant de 9 ans qui fait un délit avec une arme ou qui vole une voiture, ou mais qu'est-ce qui fait que cet enfant de 9 ans-là n'a pas eu le cadre nécessaire pour être capable d'aller faire ce délit-là? Qu'est-ce qui fait qu'il a eu accès à une arme? Qu'est-ce qui fait qu'il a eu l'idée de faire ça? Donc, on va questionner les parents. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et souvent, l'intervention va plus être faite en matière de protection de la jeunesse si elle a besoin d'être faite. Après ça, bon, là, ça, encore une fois, là, je mets ça dans la cour de mes amis avocats. Mais il y a une partie après où est-ce que les parents ont une responsabilité si mon enfant fait quelque chose avant 12 ans, dépendamment de c'est quoi? Est-ce qu'on est capable, je sais pas moi, aussi même au criminel, d'aller chercher. Je ne pourrais pas le dire, mais c'est souvent, c'est ce qu'on va entendre. Si ce n'est pas toi, mais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être responsable, ben, ça va être le parent. Donc, mais là, la responsabilité du parent, après, je pense qu'au civil, si j'ai eu des dommages, si j'ai ça, je peux poursuivre au civil, puis ça va être les parents qui... Mais bon, encore une fois, là, je mets ça dans la cour de l'avocat parce que je ne suis pas une professionnelle du droit, là, mais ça va être ça va tomber sur les parents, là, dans le fond. D'accord. Une question vite, là. Par rapport à une mise en situation, un jeune qui fugue, OK? Un jeune qui fugue. On dirait un jeune qui est en, comment je pourrais dire ça? Garde ouverte, OK? Mais il y a le profil LGPA. Mais il n'a jamais été pris pour ça, OK? On va donner ça comme exemple. Ce jeune-là, il fugue, OK? Comment bien encadrer ça? Comment bien gérer une situation comme ça par rapport à la fugue? Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Qu'est-ce qu'il ne faut pas prioriser? Là, je vais m'enfarger sur des virgules parce que je suis criminologue. Okay. Mais déjà, là, tu m'as parlé d'un jeune en garde ouverte.
S'il est en garde ouverte, il n'est pas en protection de la jeunesse et donc il ne peut pas fuguer. S'il s'en va, il s'évade et c'est un nouveau OK. délit en soi. Merci pour la précision. OK, voilà. OK, parfait. Fait que déjà, quand on parle d'un jeune qui est placé sous la LSJPA, Mhm. qui quitte son milieu de garde, on parle d'un jeune qui s'évade. OK, Et donc ça, c'est un nouveau délit en soi. OK. Quand on parle d'un jeune qui est dehors, par exemple, il est allé chez le médecin ou whatever quoi, puis il n'est pas revenu, mais un jeune de la LSJPA, on parle d'un jeune qui est en liberté illégale. Quand on parle d'un jeune qui fugue, on parle d'un jeune qui est sous la loi de la protection de la jeunesse. OK, merci pour la précision. C'est super Parfait. important. Fait que là, dans ta question, tu voulais savoir le jeune PJ, protection de jeunesse, ou LSJPA, ou c'était quoi? OK, techniquement, c'est on va dire un PJ OK. qui a le profil LSJPA, Ouais. mais il ne s'est jamais fait attraper pour un délit. Mhm, Maintenant, il a quitté le centre. mhm. Comment bien gérer pour que ça soit rester en contact avec lui, le guider, et c'est sûr que je me dis, on l'avertit de voici à quoi tu t'exposes et tout. Voici, mais comment bien l'encadrer pendant qu'il est en fuite ou en fugue ou il s'évade? Assurer sa sécurité, en fait. Sécurité, Puis rester légal aussi. Non seulement rester légal, mais est-ce qu'il y a peut-être des trucs à utiliser ou à prioriser qui pourraient peut-être faire pencher la balance quand c'est le temps qui... OK, c'est peut-être le temps que je rentre là. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Ben, en fait, un jeune qui va être en fugue, puis ça, c'est un jeune qui a un profil délinquant ou pas, parce que des jeunes qui n'ont pas nécessairement de profil délinquant, mais qui vont aller en fugue, vont souvent aussi se mettre énormément en danger parce qu'ils vont se faire ramasser par des gens qui ont des profils un petit peu plus délinquants et ils vont se faire parfois utiliser dans plein de manières différentes pour justement avoir un toit, avoir de la nourriture, avoir... Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au réseau. Si tu fugues, mais que tu ne sais pas où aller puis que tu vas un peu n'importe où, ben à ce moment-là, ça va avoir des impacts sur la suite des choses puis comment tu vas. Fait que ce soit un jeune avec un profil délinquant ou que ce soit un jeune sans profil délinquant, je pense que l'intervention, elle est nécessaire. Ça va être difficile, en fait, de garder un contact avec le jeune en tant qu'institution. Parce que pour ça, il faudrait que le jeune appelle. Parce que nous, souvent, on ne sait pas y est où, on n'a pas moyen de le... Là où je pense que c'est très intéressant, c'est pour les intervenants du communautaire. Et quand on parlait tout à l'heure de se donner la main, de se donner l'attaque, de comment on peut travailler ensemble, je ne sais pas si c'est fait, je sais pas si c'est fait ou si c'est quelque chose qui pourrait être fait si ce ne l'est pas. Mais à partir du moment où toi, tu suis un jeune, que tu sais que ton jeune est placé quelque part en protection de la jeunesse, ben, à partir du moment où il fugue, toi, tu deviens une personne ressource. Donc, est-ce que toi, tu es mis au contact de dire, ben ce jeune-là, en ce moment, il est en fugue? Et est-ce que toi, tu es en mesure d'avoir un contact avec ce jeune-là? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la réciprocité des intervenants dans le communautaire. Des fois, vous avez leur numéro de cellulaire, des fois, vous connaissez leurs amis, des fois, vous êtes capable de dire, ah ouais, tu sais, tel... Dis-lui qu'il vienne me voir, etc. Fait que ça, le contact dans le communautaire, et c'est là où il est intéressant. Puis c'est là où, dans le communautaire, de donner des ressources. Est-ce que tu sais où tu vas dormir ce soir? Est-ce que tu connais telle ressource? Est-ce que tu sais ce qui est offert dans tel endroit? Qu'est-ce que tu vas manger? Aller prendre le temps dans le communautaire. Hey, puis là, je m'avance. Je ne sais pas si vous faites ça, mais j'imagine que oui. Je suis persuadée que tu vas me répondre que oui. Mais hey, ça fait 3 jours que tu es en fugue. Je suis contente de te parler. Viens, on va aller au McDo. On va se parler, je vais te payer un repas ou n'importe où. Puis comme je sais, au moins, tu vas avoir eu de la nourriture, tu vas m'expliquer où est-ce que tu te situes. Puis ensemble, toi et moi, on peut discuter. T'as-tu appelé au centre? T'as-tu essayé de parler à ton intervenant? T'as-tu regardé c'est quoi les conséquences qu'il y aurait? Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Est-ce que tu veux que je te ramène? Comment tu veux que... C'est tout ça, je pense que ça, c'est beaucoup plus large en termes d'intervention communautaire. Dans les institutions, si un jeune appelle puis dit, ben je t'en fugue... ben, on va dire, ben, tu ne veux pas revenir. Les institutions vont essayer de se positionner de cette manière-là, mais on n'a pas accès aux jeunes en travaillant dans une institution comme on a accès aux jeunes en travaillant dans le communautaire. Parce que là, tu es là. Il va débarquer au parc. Tu es dans le parc. Tu comprends? Fait que c'est facile de faire comme, hey, comment ça, tu es là? C'est mardi après-midi. Je pensais que tu étais à l'école. Tu as cette présence-là, tu as ce contact-là. Fait que je pense que l'importance du partage des ressources, je pense que c'est ça, tu sais, quand on est dans le communautaire, des fois, on fait nos choses, mais tantôt, je le disais, l'intervention en CEO, c'est ce qui rend les choses plus difficiles. Mais moi, je fais ça, c'est mon terrain de jeu. Toi, tu fais ça, c'est ton terrain de jeu. Les personnes en institution font ça, c'est leur terrain de jeu. Comment est-ce qu'on peut arriver à se parler pour s'assurer qu'on couvre tout le territoire puis qu'il n'y a pas d'espace libre où est-ce que le jeune est laissé à lui-même, dans le fond? Est-ce qu'on est tenu de ramener? Un jeune en fugue? Oui. Non, pas nécessairement. Mais là, on parle, si on répond pour les deux, institutionnel, communautaire.
Si on est tenu de le ramener? Oui. Non, pas nécessairement. OK. En fait, les jeunes, la fugue, c'est... Bon, encore une fois, mes amis avocats, vous me corrigerez, mais je veux dire, la fugue, c'est un droit, dans le sens où si un jeune fugue, à moins qu'on ait des raisons de croire qu'il pourrait mettre sa vie en danger, mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger, que ce serait très dangereux pour lui, le jeune, dans l'institution, a le droit de dire, bon, moi, aujourd'hui, je suis tannée, je vais aller manger chez nous, donne-moi mes bottes, je vais prendre mon manteau d'hiver, je m'en vais, je reviendrai demain ou les gens ne peuvent pas lui sauter dessus puis lui dire non, on t'empêche de partir, à moins d'avoir des doutes vraiment. Donc, si toi, tu le vois, puis qu'il dit, moi, je ne veux pas retourner au centre, puis tu dis, ouais, mais là, moi, il faut que je te ramène, puis que tu le ramènes, bien, s'il ne se met pas en danger, si on n'a pas de raison de croire qu'il va mettre la vie de quelqu'un en danger, il va arriver, puis il va dire, ben, je m'en retourne. Fait que, OK. dans ce sens-là, on veut travailler avec lui de comment est-ce que tu peux faire pour rester, plutôt que de le ramener à chaque fois, puis qu'il part, puis que quand ça fait 3 fois que tu fais ça, ben, quand il va te voir, il va t'éviter parce qu'il va dire, oh non, il va me ramener, je ne veux pas y aller. On veut garder un filet. Fait que c'est la même chose, tu sais, pour tous les... Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais une étudiante qui était en stage, puis elle était super mal à l'aise parce que elle avait vu un jeune qu'elle savait qu'il n'était pas censé être dans la rue, puis elle était comme, mais qu'est-ce que je fais? Puis j'étais comme, ben, tu sais, tu peux appeler à l'unité de ce jeune-là, par exemple, où tu fais ton stage, et dire, j'ai vu tel jeune à tel endroit. Ils vont transmettre l'information aux policiers. Mais après, le jeune est venu te parler, tu lui as demandé, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu peux leur transmettre cette information-là aussi. Comment il est habillé, parce qu'il s'est sûrement changé. Si ça faisait une semaine qu'il était parti, en tout cas, on espère pour lui. Puis ça, c'est de l'information après que ton unité va transmettre aux policiers. Fait que dans la déclaration, si les policiers, eux, le trouvent, ça va leur donner de l'information. Puis eux, les policiers, à ce moment-là, souvent, pas souvent, ils les ramènent. Mais voilà, c'est ça. Fait que c'est... OK. Et si je demanderais, OK, là, on parle d'enseignante, tu as été sur le terrain, tout ça. Puis on a parlé des parents aussi. Si je dirais un message d'encouragement pour les étudiants ou des conseils, et un message d'encouragement ou conseil pour les parents qui sont peut-être, qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe avec leur enfant, puis qui ont besoin d'être outillés pour les aider. Ben, pour les étudiants, en fait, un conseil que j'aurais, c'est de travailler avec passion. De s'assurer que quand on vient travailler dans l'intervention, moi, je leur dis toujours, quand je commence mes cours, tu ne viens pas travailler ici parce que tu veux être riche. Là. Tu viens travailler ici parce que tu as le cœur sur la main, que ce soit dans les institutions ou que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le communautaire. Comme tu t'en viens pas ici faire des millions. Là. Tu t'en viens ici vivre des choses qui sont difficiles. Fait assure-toi d'être à la bonne place et de trouver le bon milieu. Parce qu'il y a des intervenants qui sont faits pour le communautaire, il y a des intervenants qui ont besoin d'un cadre plus grand, plus institutionnel. Donc, trouve le milieu qui va t'intéresser et investis ce milieu-là, en fait, pour aller nourrir ta passion. Parce que si tu n'as pas de passion puis que tu viens qu'à ne plus aimer ce que tu fais, ben, ça va être très difficile de continuer de faire ton travail, en fait. Donc, ça, c'est le conseil que je donnerais aux intervenants et que je donne à mes classes, d'ailleurs. Pour les parents, bien, tantôt, on a parlé de l'importance de ne pas abandonner nos enfants. Mais j'aurais envie de dire aussi, particulièrement pour les personnes issues des communautés culturelles, allez vous renseigner, allez vous informer. Les choses ne sont pas pareilles ici que ce l'était dans votre pays. Les choses ne sont pas pareilles. La loi ne fonctionne pas de la même manière ici qu'ailleurs. Quels sont mes droits? Quels sont les droits des enfants? Quels sont qu'est-ce qui va arriver, les issues possibles si mon jeune se fait arrêter, quelles sont les ressources d'aide, qu'est-ce que ça fait si je demande de l'aide à l'école, parce que souvent, on a des parents qui ont peur, je ne vais pas aller demander de l'aide à l'école, je ne veux pas qu'on stigmatise mon enfant, je ne veux pas qu'on mette une étiquette et qui reste pris avec plein de choses, puis qui se font, tu sais, moi, quand les parents viennent me voir puis que je leur explique, par exemple, ils me disent, ben, je veux que vous voyez mon enfant, parce que je veux que vous l'écriviez sur un papier, ça va être bon pour la cour, on m'a expliqué, puis que je leur demande, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne, le processus, la LSJPA, est-ce que vous savez c'est quoi? Non, 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 mais il faut faire de l'éducation par rapport à ça, et donc, allez vous renseigner et communiquer avec vos jeunes aussi. Quand un enfant qui arrive à la maison...
que son comportement change, qui est plus renfermé soudainement, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, le souligner, pas juste comment ça va bien, des bonnes notes à l'école, je dis rien, mais aller voir aussi. Puis ça, des fois, c'est difficile parce qu'on n'a pas le temps, on a la vie va vite, on a nous-mêmes nos problèmes, nous-mêmes nos enjeux, surtout quand on est dans des milieux qui sont plus, les facteurs de risque sont plus élevés, souvent les parents travaillent plus pour arriver à atteindre les deux bouts. On a plusieurs enfants avec différentes problématiques, des rendez-vous, des choses qui font en sorte qu'on n'est pas nécessairement disponible, puis qu'on en échappe ou on laisse glisser des choses. Mais je pense que c'est ça qui... d'utiliser les ressources qui sont autour de nous, de s'informer, puis de ne pas laisser passer les choses. Alors, si on se ferme les yeux, si tu fermerais les yeux, puis on se dirait que tout est possible, ça serait quel outil ou quelle solution on pourrait trouver, quelque chose qui pourrait être une solution plutôt pour enrayer la criminalité juvénile? En fait, si on se ferme les yeux et que tout est possible, j'aurais tendance à dire que ça serait juste que les enfants aient suffisamment confiance en eux et croient suffisamment en eux pour se dire, non, ce chemin-là, il n'est pas bon pour moi, je vais aller par ici. Fait que, à partir du moment où on n'a personne pour être... à partir du moment où on n'a pas de victime et qu'on n'a pas de bourreau, on n'aura pas de délinquance. Mais c'est très utopique. Quand le monde vivra d'amour. C'est ça. Quand les hommes vivront d'amour. Voilà. J'aimerais vraiment prendre le temps de dire merci pour ton temps, tes informations. Puis honnêtement, je crois que ça va aider beaucoup de parents, beaucoup d'intervenants et même peut-être des jeunes qui, au niveau de la loi, au niveau de leurs devoirs de citoyens, qui se questionnaient. Mais honnêtement, j'apprécie grandement. Puis j'espère qu'on aura l'opportunité de collaborer sur d'autres choses et peut-être même un part 2, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Yes. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuité. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir pu partager avec vous mes expériences. Puis voilà. Merci. Merci. Yes. Donc, tout le monde, c'était l'entrevue avec Madame Burnham, Jennifer Burnham. Et à la prochaine. Bye. Ça consomme si tu te lances. Il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes à poser, t'inquiète, tu vas y arriver. Regarde-toi dans le miroir, faire le 180 degrés. La vie c'est pas lancer compte, mais ça consomme si tu te lances. Il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes à poser.